Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. 34e jour de course sur son Vendée Globe. On est à 40 jours de l'arrivée normalement, si tout se passerait bien avec le record. Mais on n'en est pas encore là, même si normalement le Pacifique devrait aller vite. On verra si dans la réalité ça sera la même chose. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures. On parlera bien entendu du leader, on parlera de Damien Seguin qui a eu des petits problèmes, Thomas Ruyant aussi, qui n'a pas eu 24 heures faciles et même 48 heures faciles. Enfin voilà, il y aura quelques informations de ce côté-là, même s'il y a eu assez peu de vidéos de bord, à part Justine Métro qui a décidé de concurrencer Clarisse Reimer sur les tutos coiffure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous savez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur une notification et sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant. Donc ça me permet de me soutenir. Deuxième moyen de me soutenir, c'est de faire un super thanks et je remercie les gens qu'ils le font. On commence tout de suite avec la météo. J'avais fait des petites prévisions, la météo sur 10 heures. Bon, vous voyez, hein, le vent va s'échapper un petit peu des bateaux de tête. C'est clair net. Qui vont tomber progressivement dans de la molle, qui a déjà bien touché Thomas Ruyant, qui est resté bloqué là-dedans. Et ça va plutôt revenir de l'arrière. À quel point ça va revenir de l'arrière, ça c'est la grande question. Devant, les trois là, ils devraient continuer à s'échapper. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle pour eux, même s'ils vont tomber dans du vent un petit peu plus faible. C'est plutôt derrière que ça va être intéressant. Parce que comme vous le voyez, si on regarde un Boris Herrmann, qui est ici pour le moment, qui va bientôt passer 9e, en passant, il va vite, Boris. Mais pourquoi il va vite, Boris? Parce qu'il a du vent. Et il va continuer à avoir du vent dans les prochaines heures. Vous voyez, hein, la dépression, elle avance, elle avance. Ça avance, et il va quasiment pas avoir de zone de transition. Elle va être très courte, cette zone de transition, et puis il peut peut-être se recaler un petit peu au nord pour avoir une transition la plus faible possible. Ça va peut-être être même son prochain travail à Boris Herrmann, de se recaler un petit peu plus au nord. Mais vous voyez que là, le vent, il est favorable aux bateaux de derrière et pas favorable aux bateaux de devant. Ce qui fait que devant, on cherche un petit peu le vent. C'est compliqué pour Ruyant et c'est Jérémy Bayou. Et peut-être qu'un Boris Herrmann va revenir ici, mais va revenir peut-être à 50 000 d'un Thomas Ruyant dans les heures à venir. Donc ça va un peu relancer le match pour le top 5. Devant, on devrait réussir un petit peu à s'échapper parce qu'on a été un petit peu plus rapide. Et pour le moment, c'est vrai que depuis le début de ce Vendée Globe, toutes les situations météo sont favorables aux bateaux de tête. C'est un peu la tournure que ça a pris, surtout depuis le poteau noir. Mais même le poteau noir était plus favorable pour les bateaux de tête que les bateaux de derrière. C'est ce qui a fait la grosse cassure. Mais on s'aperçoit que depuis quand même 5 semaines, c'est plutôt comme ça que ça se passe pour le moment. C'est les bateaux de devant qui sont favorisés par rapport aux bateaux de derrière, notamment la catapulte vers le Cap de Bonne-Espérance qui s'est déroulé de cette manière-là. Derrière, on voit que donc là, c'est la dépression, le plus fort de la dépression va commencer à arriver sur Benjamin Dutreux. Mais vous voyez, c'est pas la dépression la pire en termes de vent, hein. On a eu bien pire pour les concurrents de tête, et puis il y a des possibilités de s'abriter au sud. Donc voilà, donc vous avez des possibilités quand vous êtes au sud, c'est presque plus intéressant que d'être plutôt au nord, là, vous voyez, parce que vous pouvez vous recaler un petit peu plus nord et jouer donc avec le vent fort de la dépression et les vagues qui s'accompagnent, parce qu'il y aura quand même pas mal de vagues. Par contre, vous voyez que devant, il n'y aura toujours pas de mer, très peu de mer. Ça sera le cas également pour les concurrentes de tête. Ça va peut-être permettre, tiens, en passant à Charlie Dalin, de réparer cette zone de molle dans les heures à venir. Et puis derrière, par contre, ça, c'est le gros morceau. Il y a un gros morceau qui est ici, un gros morceau qui est là. Ça, c'est le gros morceau devant qui est très très solide en ce moment. Et ces deux tempêtes-là
Celle-là, elle est très forte, elle n'a pas l'air de ralentir. Celle-là non plus, elles vont arriver sur les concurrents dans les heures à venir. Et ça va être très douloureux. Alors en fait, celle-là, de ce vent-là, vous voyez, il y a le... Là, il y a Mayotte, donc qui est en plein dans le cyclone. Ce cyclone-là qui va disparaître en août. Par contre, en bas, vous voyez que là, le vent, ça c'est plutôt ce qui nous intéresse, ça c'est plutôt pour l'activité politique du moment. Ça c'est plutôt ce qui nous intéresse en ce moment, c'est ce vent qui va être fort. Alors ce vent qui est déjà fort en fait sur notre ami hongrois, Zal. J'arrive vraiment pas, hein. Szabolcs. Rez, je n'arrive vraiment pas à dire son nom, hein. Je m'excuse hein, pour la communauté hongroise qui suit ces vidéos. C'est vraiment très compliqué pour moi. Il y a des sons, j'ai fait 3 ans d'orthophonie, il y a toujours des sons que j'arrive pas à prononcer. Hein. On salue mon orthophonie, ça doit être content de regarder les vidéos aussi, allez regarde, je pense pas du tout. Vous voyez donc ce vent qui va être, ces deux tempêtes là qui vont être assez costauds dans les heures à venir, et surtout quand on voit leur évolution, elles se renforcent pas mal avec ce vent violet. Ça, c'est pas très rassurant du tout quand elles vont taper les concurrents. Notamment les bateaux à dérive droite, parce que normalement, les bateaux à dérive droite, ils devraient être par là. Donc en plus, dans la zone où c'est assez rétréci en termes de zone de jeu. Alors l'avantage, c'est que la dépression devrait se décaler vraiment dans la zone d'exclusion arctique. Donc les vents les plus forts ne devraient plus être dans la zone de course. Mais quand même, ça risque de pas être évident. Puis vous voyez, derrière, pour les derniers concurrents, il y aura quand même du vent aussi très fort. Donc ça, c'est pas vraiment l'idéal. Et devant, il y a cette dépression qu'il va falloir réussir à prendre. Ça va pas être évident. Et puis après, oui, on poursuit dans les dépressions. Non, c'est pas celle-là, en plus, je dis une bêtise. J'étais trop décalé. Pour les bateaux de tête, vous voyez, donc là, il y a un petit peu de vent. Ensuite, la molle, qui va durer quand même peut-être 24 heures, hein, cette affaire-là. Puis ensuite, le vent qui va être assez fort. Surtout pour eux, mais encore une fois avec le moyen de s'échapper par le sud un petit peu. Et puis ensuite, oui, il y aura les autres dépressions, mais ils devraient être au niveau de la Nouvelle-Zélande à ce moment-là, même avoir quitté la Nouvelle-Zélande et se diriger vers les coins les plus isolés du monde. Et pour les bateaux à dérive droite, vous voyez, le vent évolue plutôt pas trop fort là dans les heures à venir. Je pense qu'ils vont arriver dans des zones un petit peu plus calmes là aussi, mais avec une zone de transition qui va être assez courte, ce qui est pas mal, mais, voilà, avec cette deuxième tempête. Mais par le nord, encore une fois, ça sera une voie plus tranquille. Par contre, par le sud, vous voyez que les Tanguy le Turquet et le Ouiduc, eux, vont se retrouver encore dans du vent très fort. Et avec la difficulté d'avoir la zone de glace pas très loin. Donc eux, ils vont se retrouver dans une situation pas évidente du tout. Et avec de la mer, hein, parce que là, quand c'est blanc, c'est que c'est 9 mètres de creux, donc c'est vraiment le pire. Voilà, donc ça va pas être évident du tout pour eux. On regarde les problèmes techniques. On commence avec Thomas Ruyant. Thomas Ruyant, pas une très bonne journée hein, pour Thomas Ruyant. Hier, bon déjà la molle, hein, c'est vrai qu'il a perdu énormément de temps si vous regardez en 48 heures. Par rapport, ça c'était il y a 48 heures, voilà, il était quasiment avec, il était à 200 000 de Johan Richomme, et là maintenant il est à 400 000, hein, donc vous voyez que l'écart a doublé, il est tombé complètement dans de la molle, enfin avec vraiment très très peu de vent, il s'est fait avoir en fait par les fichiers météo, qui sont pas très fiables, il pensait qu'il y aurait plus de vent du côté de sa voie sud, et en fait il n'y avait pas de vent. Si vous regardez la trajectoire avec Johan Richomme, c'est qu'ils se sont retrouvés sur deux routes un petit peu décalées, les deux. Et oui, j'ai dit une bêtise en plus, il était un peu plus au nord, pardon. Mais voilà, il s'est retrouvé sans vent et c'est une erreur de trajectoire, tout simplement. C'est une erreur une erreur de trajectoire. Voilà, c'est une trajectoire différente qui a fait que ça a été plus compliqué pour Ruyant. Donc... c'est le souci, voilà, il s'est retrouvé dans du vent très peu fort et ça lui coûte très cher, cette zone de molle, ça lui coûte même extrêmement cher en termes de temps et il voit surtout les autres derrière revenir sur lui, ce qui est très frustrant. Et vous rajoutez à ça un blackout complet du bateau du côté de Thomas Ruyant, il a dû barrer même pendant 1h30
2 heures, parce qu'il avait plus de pilote automatique, il avait plus rien, vraiment blackout total. Pourquoi? Batterie qui était vide. Vous savez, il faut savoir qu'une batterie, donc c'est des cellules, c'est une batterie lithium, donc c'est des cellules les unes à côté des autres. Et en fait, au bout d'un moment, ça s'use une batterie quand vous en servez. Et donc, comme eux, ils se servent de la totalité des capacités de la batterie, contrairement à une voiture, vous avez une portion, on va dire, qui est faite un petit peu pour réparer les cellules qui seraient endommagées. Ce n'est pas le cas pour ces bateaux-là, qui ont par exemple 60 kW de charge utile. Voilà, ils utilisent ces 60 kW là. Donc, il faut ajuster. Au lieu de dire que le bateau, il faut le recharger quand il reste plus de 5% de batterie, en fait, il faut changer cette variable-là et dire quand il n'y a plus que 7-8% de batterie. Ce chiffre-là, il ne l'a pas modifié. Donc en fait, lui, il croyait qu'il avait encore pas mal de batterie, sauf qu'il n'en avait plus. Donc blackout total. Bien entendu, ça arrive toujours au pire moment, c'est-à-dire en fin de journée, début de nuit. Donc il faut barrer le bateau de nuit en n'ayant quasiment plus aucune lumière, en n'ayant quasiment plus aucune information parce que les ordi étaient à vide, avoir l'hydrogénérateur dans l'eau pour essayer de recharger le plus vite possible parce que les panneaux solaires, ils ne rechargeaient rien et ça vous fait perdre encore plus de temps. Voilà, ça s'accumule en fait pour Thomas Riant là depuis 48-72 heures. Une erreur de trajectoire, plus des erreurs sur le bateau et un moral au fond des chaussettes. Donc c'est vraiment la pire des situations pour Thomas Riant. Et donc barrer 1h30, donc tu engendres de la fatigue aussi. Donc il faut aller te reposer, sauf que quand tu te reposes, tu peux plus gérer la trajectoire du bateau. Donc tu perds un petit peu de temps par rapport à des concurrents qui peut-être sont plutôt en mode attaque. C'est toujours plus compliqué d'être le chassé que le chasseur. Donc c'est-à-dire qu'en plus, maintenant, il y a un point de mire pour Jérémy Bayou. Il y a un point de mire également pour Nicolas Lundven pour gagner une position. Et tous des règles. Tous des règles de nouveau pour Thomas Riant. C'est vrai qu'il n'a pas un Vendée facile. Hein. Entre sa voie d'eau en tout début de course, mais qu'il a gardé pendant au moins 10 jours. Ensuite, il avait été bon dans la molle avant le poteau noir, parce qu'il avait été l'un des premiers à prendre la stratégie plein ouest. Ça avait plutôt bien marché. Mais Thomas Riant, il a quasiment jamais été en tête de la course. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un problème qui fait qu'il n'est pas en tête de la course. Il est toujours dans une sorte de fin de peloton, de fin de groupe de tête. Et là, désormais, il est lâché et on va voir comment il va réussir à réaccélérer Thomas Riant. Même sur les 4 dernières heures, ça se passe pas trop mal, mais le vent va de nouveau s'arrêter, donc ça va être compliqué à gérer. Et il va vraiment voir le groupe Clarisse Kremer Boris Herrmann revenir et fondre sur lui, normalement, dans les prochaines 24 heures. Autre concurrent qui a eu un gros problème aujourd'hui, c'est même le seul qui a eu un gros problème pour le moment selon les informations que j'ai réussi à récupérer, eh bien c'est Damien Seguin. Alors vous voyez, Damien Seguin, ça fait depuis hier qu'il est dans du vent très très fort. Hein. Voilà, hier 11h, hop, ça commençait déjà un petit peu à se dégrader. Puis voilà, dans la nuit d'hier, enfin il y a 2 jours, pardon, c'était encore pire. Hier, il y avait beaucoup de vent. Là, aujourd'hui, c'est la tempête. Du côté de Damien Seguin, vous voyez des moyennes pas exceptionnelles, 313 000 de parcouru seulement. Eh bien, parce qu'il a eu une casse. En fait, il a cassé il y a un ancrage de cadène qui a cassé. Donc, en fait, les cadènes, c'est ce qu'il y a sur le pont. Enfin, vous en avez sur le pont. Vous avez des cordages, alors plutôt des câbles, voilà, qui passent à l'intérieur. C'est une pièce métallique. Un peu en forme de T, alors, il y a plusieurs formes, voilà, donc une pièce métallique où vous mettez les câbles dans les trous, ça permet de maintenir les câbles sur le pont, parce que ça permet d'éviter d'avoir les câbles qui balancent à droite-gauche et qui s'usent de ce fait. Et en fait, cette cadène, sur une manœuvre, voilà, il a fait un départ au lof, donc un départ un petit peu en glissade, et cette cadène s'est arrachée, donc trou au niveau du pont, parce que voilà, ça a fait un petit trou au niveau du pont, donc eau qui rentre dans le bateau, même si c'est pas le pire endroit, on va dire, du bateau, c'est quand même pas top, parce qu'avec les vagues, surtout qu'il a un foiler, donc dès que ça enfourne, vous avez l'eau qui rentre un petit peu plus et il va falloir pomper, donc réparation, sauf que quand il a réparé, il a fait 2 tentatives de réparation, la deuxième tentative a marché,
même si c'est une réparation provisoire et que son équipe à terre est en train de voir comment on peut améliorer le système qu'a mis en place Damien Seguin. Mais le problème, c'est quand il a réparé la première fois, il s'est fait très mal, parce qu'il s'est fait un peu désarçonner, grosso modo, de ce que j'ai compris, par une vague. Et ce qui fait que il a subi un choc au niveau du cou, au niveau des oreilles et surtout au niveau du genou. Au niveau du cou, je ne sais pas si vous avez vu sa dernière vidéo, mais il porte une Minerve. C'est pas très rassurant quand même. Donc j'espère que voilà, il n'y a pas des dommages de type cervical, parce que c'est pas vraiment le meilleur endroit pour avoir une déficience physique. Et puis, problème au niveau du genou, avec du sang. Donc, alors on n'a pas eu d'informations pour savoir, si la douleur était intense au niveau du genou. Mais là encore, c'est pas l'idéal pour Damien Seguin. Donc là aussi, une journée à oublier. Et puis en plus, c'est pas arrivé au meilleur endroit parce que pile à un moment où il faut manœuvrer au niveau de la zone de glace. Donc il a perdu beaucoup de temps dans l'affaire Damien Seguin. Antoine Cornic, lui, est en réparation toujours. Enfin, des informations que j'avais d'Antoine Cornic que je vais retrouver. Il était toujours en réparation. Voilà, j'avais raté le bateau. Mais ça se passe plutôt bien, on va dire, pour lui. C'est peut-être même réparé, parce que là, vu les vitesses qu'il réalise, il a peut-être même réussi à réparer son chariot de grand voile. Et puis Guirec Soudé, lui, a réparé la plupart de ses problèmes. Il s'est abrité du côté des îles Kerguelen pour faire ses réparations. Eh bien, il a réussi à tout réparer, Guirec Soudé, qui est 30e au classement avec son bateau freelance.com. Donc voilà, il le remet en route, 163 000 de parcouru. Je pense que c'est le concurrent même qui a parcouru le moins de 1000 sur les 24 dernières heures, mais encore une fois, des grosses réparations à faire. Et donc c'est reparti pour Guirec Soudé dans cette course, dans ce Tour du Monde, dans ce Vendée Globe. J'aurais pu à prononcer une syllabe correctement, ça va être compliqué. On regarde les bateaux de tête. Charlie Dalin toujours devant Charlie Dalin, mais son avance a fondu par rapport à Johan Richomme et par rapport à Sébastien Simon. Si on regarde hier à 15h, hop, à 15h16, eh bien, il y avait quasiment 200 000 d'avance sur Sébastien Simon, 250 000 d'avance sur Johan Richomme. Eh bien, désormais, l'avance s'est réduite, 132 000 seulement sur Johan Richomme qui cravache, et Sébastien Simon, 188 000 derrière, qui s'est fait dépasser par Johan Richomme. Je ne sais pas si vous avez vu ces images de bord entre les deux concurrents, mais donc Charlie Dalin ne va pas extrêmement vite pour le moment. Il va falloir en plus réussir à gérer l'île d'Auckland et Campbell Island dans les heures à venir. Vous voyez qu'il y a pas mal de petites îles là, sous la Nouvelle-Zélande. Ça serait bête de la percuter, donc il faut forcément les éviter du côté de Charlie Dalin, mais ça va pas être évident. Donc il va falloir faire les bons choix dans les heures à venir, encore une fois avec un vent qui va diminuer fortement en intensité pour lui, ce qui va permettre aux concurrents de l'arrière de revenir normalement un petit peu. Donc voilà, Charlie Dalin, pas une grosse avance et ça pourrait se réduire encore, surtout par rapport au groupe, peut-être encore une fois de Boris Herrmann qui pourrait faire la bonne opération des 24-48 prochaines heures. Boris Herrmann dans cette affaire-là, donc Charlie Dalin, 363 000 de parcouru. Vous avez donc Johan Richomme qui en a encore parcouru 120 de plus. Il est à l'attaque, Johan Richomme. Je crois qu'il n'a même pas fait de vidéo aujourd'hui, alors qu'il en fait quand même plutôt de très souvent. Vous voyez les différences de vitesse, même sur les 4 dernières heures, quasiment 93 000 contre 57 40 000 quasiment de parcouru en plus. Ça va extrêmement vite du côté du Johan Richomme. Mais Sébastien Simon, quand il s'est fait dépasser, il avait l'œil observateur. Il disait « Ah ouais, mais il est vachement toilé quand même. » Donc il cravache, il doit cravacher. Et il était complètement à plat, il disait son bateau. Et il avait très peu de tout. Enfin, il manquait pas grand-chose en termes de toile. Il était quasiment au maximum de la toile déployée. Il disait « Ouais, il cravache fort. » Le petit Johan Richomme là,
Et oui, bah déjà, mon bateau, il a plus qu'un foil, mais en plus, je suis moins toilé que lui, donc c'est normal qu'il me dépasse. Bah, ça, il y a toujours des petits regards comme ça, où on essaie de savoir quelle est la stratégie de l'autre, soit à distance, soit quand on peut les voir, eh bien, on aime bien observer les stratégies. Notamment au niveau des choix de voile, tout le monde s'épie un petit peu. Toi, t'as pris quoi comme voile? Toi, voilà, tout le monde s'épie toujours hein, dans ce genre de course. Et là, Johan Richomme, ouais, bah, il cravache dur avec son Paprec Arkea devant Sébastien Simon, qui est lui troisième, 357 000. Il arrive quand même à tenir les vitesses de Charlie Dalin, encore une fois avec un foil en moins, donc c'est plutôt pas mal hein, ce qu'arrive à faire Sébastien Simon. Bon, derrière, Thomas Ruyant. 441 000, mais voilà, hein, le temps perdu sur les derniers jours lui coûte extrêmement cher. Et aussi le fait d'avoir été obligé de barrer de nuit, ça lui a coûté forcément beaucoup d'énergie. Et pardon, j'ai des petits bâillements là en ce moment. Et surtout, il voit Jérémy Bayou et Nicolas Lundven revenir. Hein. Jérémy Bayou, vous voyez, 20 000 de plus sur les 24 dernières heures. Et Nicolas Lundven, bon, un petit peu moins rapide. Mais les écarts se sont vraiment réduits. Avec 60 000 désormais entre Bayou et Lundven. En termes d'écart de plan de marche. Bon, derrière, on a Sam Goodchild, toujours, qui a réussi à récupérer dans son calendrier de l'Avent les chaussettes de la reine. Voilà, avec des corgis, je crois, dessus, ce qu'il disait Sam Goodchild en vacation. Bon, bah oui, moins de 300 000, donc forcément, c'est pas une très bonne journée là aussi. Peut-être des conditions aussi, on n'a pas parlé des deux bateaux vulnérables, mais peut-être des conditions où ils ne s'attendaient pas à avoir du vent pas fort. C'est-à-dire que sur le choix de voile, ils savent que leur bateau est fort au portant, donc ils avaient peut-être fait des choix de voile qui n'étaient pas forcément efficaces dans du vent faible. Mais vous voyez, 296 000 de parcouru, c'est les bateaux qui s'en sortent, on va dire, le moins bien. Les deux bateaux vulnérables, Paul Meillard reprend 3000. Bon, Bestaven, lui, c'est un peu la soupe à la grimace. Seulement 246 000 de parcouru, mais encore une fois, si vous regardez sa situation météo sur les dernières heures, bah, c'était pas vraiment folichon avec pas mal de manœuvres pour essayer d'avoir du vent. Mais voilà, sur les derniers jours, vous voyez, il est quand même tombé dans beaucoup de zones sans vent. Donc c'est compliqué d'avancer dans ces situations-là. Celui qui fait la bonne opération du jour, qui est le bateau le plus rapide en ce moment, c'est-à-dire plus rapide que Johan Richomme notamment, quasiment 500 000 de parcouru en 24 heures, c'est Boris Herrmann avec son Malaysia Sea Explorer qui en ce moment cravache. Malaysia Sea Explorer, c'est vrai que avec Thomas Ruyant, c'est peut-être les deux déceptions, on va dire, des 20 premiers du classement. Et Damien Seguin. Allez, ça en rajoute une troisième déception pour le moment. Pour moi, parce que ces trois concurrents qu'on attendait un petit peu plus devant. C'est vrai que moi, Damien Seguin, je l'attendais plutôt peut-être en bagarre avec Benjamin Dutreux, par exemple. Il n'est pas en bagarre avec Benjamin Dutreux, il est un petit peu derrière. Boris Herrmann, bon, pour l'instant, il n'arrive pas à suivre le rythme des bateaux de tête. Sauf aujourd'hui, et l'avantage du positionnement de Boris Herrmann, c'est qu'il va pouvoir faire ça pendant 24-48 heures encore. C'est dans des conditions de mer qui devraient plutôt être intéressantes pour lui. Peut-être aussi qu'il va décider d'attaquer, ce qui n'était pas encore le cas. Ça va peut-être être le cas également de Jérémy Bayou, qui était plutôt des concurrents qui avaient tendance à pas se donner à 100% sur le bateau pour essayer d'être assez conservateurs et d'être un petit peu en mode protection, et qui vont peut-être un petit peu durcir le rythme désormais pour aller chercher la gagne, pour aller se rapprocher, mais à 1000 de retard désormais. Il devient dangereux et surtout, regardez, il a un petit peu augmenté son avance hein, par rapport à Justine Métro qui a pris une petite douche. Justine Métro, hier, il y avait 30 000 d'écart et là, il s'est envolé pendant la nuit, vraiment, pour avoir désormais 1000 d'écart par rapport à Justine Métro. Justine Métro qui a été un petit peu rattrapée par même pas Samantha Davis et
Clarisse Kremer, hein, qui sont toujours en train de cravacher derrière elle. Donc non, elle a même pas perdu elle a pas perdu de temps par rapport aux filles de derrière. C'est juste que devant, ça va un peu vite. Justine Métro qui a 100 000 d'avance sur Clarisse Kremer. Mais vous voyez que dans les heures à venir, il faudra réfléchir hein, du côté de Boris Herrmann à monter un petit peu plus nord pour éviter cette zone de molle là qui devrait un petit peu le bloquer ensuite. On retrouve ensuite Benjamin Dutreux qui voit de nouveau ses petits camarades Pipe R, Romain Thanasio revenir sur lui. Pourtant, il a fait 455 000 sur les 24 dernières heures, mais vous voyez que derrière, eh bien, ça cravache. Romain Thanasio, notamment, a fait 465 000. Et donc, ce qui fait que Benjamin Dutreux a un petit peu du mal à s'échapper pour le moment, parce qu'il a que 200 000 d'avance, au final, sur Romain Thanasio, qui est 16e. Donc, encore un gros combat. Bon, Damien Seguin, dans un no man's land un petit peu éloigné des concurrents de Ted Feuiler, mais éloigné également derrière lui d'Alain Roura ou Isabelle Yoshko ou Jean-Luc Ham, donc c'est un petit peu plus compliqué derrière. Jean-Luc Ham, ça continue d'aller vite. Jean-Luc Ham qui a appris le nom du nouveau Premier ministre, ça avait l'air de le réjouir. Jean-Luc Ham, 421 000 de parcourus sur les 24 dernières heures, 77 sur les 4 dernières heures, donc ça veut dire que ça cravache fort. Et surtout, il va plus vite qu'Isabelle Yoshke et plus vite qu'Alan Roura, pourtant avec des bateaux à foil. Plus vite également que... Ah non, Giancarlo Pedoté va encore vite. C'est vrai que Benjamin Ferré, 3e journée d'affilée à plus de 400 000, 433 000 de parcourus, hein. Donc plus que Jean-Luc Ham, donc c'est vraiment bien de la part de Benjamin Ferré qui est en train de rattraper un petit peu son retard. Et surtout Giancarlo Pedotte, 450 000, il avait retrouvé un petit peu du moral à l'intérieur de son bateau, Giancarlo Pedotte. Qui connaît pas une course forcément hyper simple pour le moment avec Prysmian Group et donc qui se retrouve 23e. Derrière, eh bien c'est un peu la soupe à la grimace pour les poursuivants du côté des bateaux à dérive. La voie sud, au final Tanguy le Turquet a du mal un petit peu à avancer. Donc c'est pas si rapide que ça et il devait avoir de la mer calme, là ça va de nouveau être compliqué. Un peu pareil pour Louis Duc, et ce qui fait comme il y a pas mal de mer, ils vont pas beaucoup plus vite que Jean-Luc Ham, hein, vous voyez, qui lui est dans des zones calmes, et ils vont pas beaucoup plus vite non plus que Violette d'Orange, que Sébastien Marseille, qui sont tous les deux l'un à côté de l'autre, et puis Éric Bellion, 362 000, et Arnaud Boissière, qui continue son petit bonhomme de chemin, comme Conrad Coleman, juste à l'arrière, Guirec Soudé, donc encore une fois la réparation. Et puis vous avez au-dessus Oliver R. Moi je suis quand même impressionné. Oliver R. et Kojiro Shirashi avec Antoine Kornik. À l'arrière, on retrouve notre ami hongrois qui va plus vite que Jin Kunshu, qui va plus vite que Van Winneberg et Manuel Cousin avec 300 000 de parcourus sur les 24 dernières heures. C'est même peut-être son record depuis le départ de la course avec New Europe. Donc belle performance pour le moment, notre ami hongrois qui, à cette vitesse-là, peut-être dans 2 jours, sera au cap de Bonne-Espérance. Ce qui permettra de savoir quel est son écart par rapport notamment au dernier concurrent, aux concurrents devant lui du côté de la flotte. On verra comment ça se passe. Il y a quand même une statistique à notifier. Demain, on attaquera la 6e semaine de compétition. Pour le moment, il n'y a eu que 2 abandons. Maxime Sorel et Louis Burton. Et pourtant, je suis assez surpris parce que moi, je m'attendais à ce que certains bateaux aient des problèmes, notamment les petits budgets. Je pense à Oliver R. Je pense dans les Antoine Corny, même à un Médéo, que ces concurrents-là auraient des soucis. Mais deuxièmement, ça montre donc que le système de qualification a fait que, comme il a fallu quand même pas mal courir, on a pas mal navigué et donc on a eu pas mal de possibilité de fiabiliser les bateaux. Et deuxièmement, ça montre aussi qu'on a des marins qui sont prêts pour la course parce que ça veut dire qu'ils font pas d'erreur et des bateaux qui sont préparés parfaitement pour cette course. Donc c'est plutôt intéressant de voir seulement 2 abandons et je pense qu'on a rarement eu aussi peu d'abandons et un pourcentage surtout d'abandons aussi faible avant d'attaquer pour les derniers l'océan Indien et pour les premiers l'océan Pacifique. On regarde les statistiques sur les 24 dernières heures. Pour le moment, en tête de la course,
Ceux qui ont fait le plus de 1000 en 24 heures, pardon, je vais y arriver, c'est Boris Herrmann, 494 000 donc, ce qui veut dire 916 km, c'est-à-dire 20 km de plus que le deuxième de ce classement, qui est Johan Erichaume, qui est deuxième et qui donc cravache dur. On retrouve ensuite Romain Attanasio, comme quoi les bateaux 2016-2017 arrivent encore à être performants, et surtout plus performants que Jérémy Bayou, 4e, Justine Métro, 5e, Benjamin Dutreux est 6e, devant Samantha Davis et Giancarlo Pedoté. On retrouve ensuite Pip Air et Thomas Ruyant pour finir ce classement. Thomas Ruyant qui est un petit peu dans le dur, en difficulté pour le moment. L'écart entre le premier et le dernier, 12 182 km, c'est quasiment la moitié de la distance qu'a parcouru Charlie Dalin jusqu'à maintenant. C'est pour vous dire quand même l'écart entre Charlie Dalin et donc Szabolcs Veres. Il a réussi. C'est compliqué. Et donc Charlie Dalin, eh bien, a toujours, et même l'écart s'est agrandi, 556 000 de retard, c'est-à-dire 1000 km de retard par rapport au record d'Armel Lecléage. Donc on est peut-être encore à 40 jours de l'arrivée. Donc c'est pas encore fini ce Vendée Globe, loin de là. Il reste peut-être encore plus de jours à parcourir que de jours qui ont été parcourus. Donc il ne faudrait pas se montrer trop hâtif au niveau des pronostics, parce qu'il va encore se passer des choses pour la suite de la course. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Demain, on se retrouve à la même heure, avant lundi, mardi, de reprendre, on va dire, des horaires habituels pour la chaîne, c'est-à-dire avec des vidéos mises en ligne aux alentours de 13 h. Allez, ciao, ciao!